Dimanche 16 janvier 2022, 13h35 à Corbier, dans le Zion. Même heure à Asraman, dans le Raro. Même heure également à Tong, dans l'Est Mono. Merci de vous connecter pour la messe médiatique de ce dimanche. Docteur Covid-19 n'étant pas arrivé, nous aurons une seule messe que nous allons célébrer dans le respect, bien sûr, des mesures barrières, car le colonel virus est toujours là. Alors, 3 chapitres plus une annonce au menu de cette messe, à savoir la nécrologie avec le décès du conseiller du chef de l'État, en la personne de Charles Debache, c'est l'annonce. Le bilan sur la sécurité routière en 2021, le bras de fer, CEDEAO Mali ou Mali CEDEAO, c'est selon. Et puis la tentative de coup d'État au Burkina Faso, et si le temps le permet, un mot sur la 33e Coupe d'Afrique des Nations qui se joue il y a une semaine au Cameroun. Et une nouvelle vient de nous rattraper alors que nous prenions l'ascenseur pour monter dans ce studio. C'est le décès de l'ancien président malien, annonce-t-on, ou apprenons-nous des réseaux sociaux d'abord. IBK, ça a confirmé avec mes confrères ici présents. Tous ces chapelets ou tous ces chapelets a égrené avec Firmin Teko Agbo à droite. Il est journaliste chroniqueur, et Eric Hugues Johnson, directeur de publication du journal L'Union, voilà, et du site d'information Pas l'Union. .com, c'est un ancien de cette maison. Il fait partie des premières voix à s'exprimer sur la chaîne de la télévision deuxième à sa création. Et à travers lui, je vois une sœur à qui je dis un coucou spécial. Suivez mon regard et vous comprendrez. Et à qui donc je vous prie, à ces deux, je vous prie de vous associer à moi pour souhaiter une confraternelle bienvenue. Et comme c'est la première fois que nous nous rencontrons dans cette émission ou dans cette année, je voudrais bien que vous restiez avec moi pour leur souhaiter une année sans maladie, une année 2022 sans maladie, sans accident, une année de paix, de progrès et de prospérité sur tous les plans. Bonne et heureuse année. Merci. Merci. Bonne année aussi, Eric. Bonne année à cette maison. Bonne année à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Que Dieu veille sur chacun de nous durant toute cette année et les années à venir. Que Dieu nous donne, comme Eric l'a souhaité, la santé, la longévité, et que son onction nous permette de pouvoir réaliser tous nos chers vœux. Bonne année aussi à mon doyen, Eric Johnson, qui est un grand doyen que j'aime beaucoup. Ouais, je le dirais comme ça, j'aime beaucoup, qui nous conseille beaucoup. Parce que quand ils étaient dans cette profession, nous on était encore sur les bancs, on était très petits. Donc ils ont des choses à nous raconter. Mais tu continues pas à étudier. Évidemment. Ça c'est une bonne chose déjà. Nous ne continuons pas à étudier, mais c'est-à-dire c'est nos grands frères, grands frères dans cette profession que nous affectionnons tous. Donc bonne année à lui. Je voudrais toujours le voir en bonne santé parce que quand il y a souvent quelques difficultés, je l'appelle et il m'aide à les résoudre. Bonne année à lui. Il y a quelque chose qui me plaît de lui, c'est que quand il vous donne son principe d'accord pour l'émission, quelles que soient les circonstances, s'il ne vous rappelle pas pour désamorcer, c'est qu'il sera là. Et il est là. Eric, bonjour. Bonjour Eric. Et bienvenue sur ce plateau. Tu auras beaucoup de problèmes ce soir parce que pour dire Eric, il faut dire le grand Eric. Le grand Eric, le senior et le junior. Le junior, voilà. Bonjour Firmin, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de la TV2.
c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons devant vous encore pour la première fois de l'année 2022. Occasion pour nous de vous souhaiter tous nos vœux les meilleurs de paix, de prospérité, de succès et de prospérité surtout. Et je voudrais demander à tout un chacun de nous en tant que Togolais de se dire aujourd'hui que nous devrons amorcer cette année avec beaucoup de détermination car les 2 dernières années ont été très difficiles pour ce pays et pour nous tous. Et donc nous devrons amorcer cette année en nous disant que tout ce qui s'est passé derrière nous et que nous devions voir de nouvelles choses et de bonnes choses. Heureuse année à tout le monde et merci à vous tous. Je ne vais pas oublier mes collaborateurs, Madi Ibrahim au cadrage, et de l'autre côté c'est bien la charmante Simone Aoui qui nous met en orbite aussi bien sur l'antenne locale que sur les réseaux YouTube, Facebook, à travers lesquels vous nous suivez désormais et ce depuis quelques temps. À présent, la messe avec cette annonce. Il s'agit du décès de Charles Debache, l'un des conseillers juridiques. Malheureusement, la technique ne nous permet pas de pouvoir voir l'image de Charles Debache pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais bon, voilà, avec notre caméraman, on peut le voir à travers cette image du journal. Donc, Charles Debache, il est un des conseillers juridique très influent du chef de l'État togolais. La triste nouvelle de son décès est parvenue. Voilà, Charles Debache ici, Charles Debache. Donc la triste nouvelle est tombée le 11 janvier sur les réseaux sociaux. Aussitôt après son dernier soupir, et puis relayé rapidement par les journaux, quelques journaux donc, qui étaient encore en rédaction, et en pleine rédaction bien sûr. Alors une revue dit ceci, une triste nouvelle, la revue en live, une triste nouvelle a mis en mémoire, en émoi des juristes et des professionnels de médias de l'espace francophone et du Togo. Le doyen Charles Debache s'en est allé samedi dernier en France. Publiait Temps Nouveau dans sa parution numéro 372 du vendredi 14 janvier 2022. Selon l'échiquier qui a partagé la même information, c'est le Bob Denard en col blanc de la France-Afrique qui vient de tirer sa révérence le mardi 11 janvier dernier à l'âge de 84 ans en sa qualité de conseiller avec rang de ministre d'État de Fornia Singbe, précise le journal. Grand constitutionnaliste français ayant joué un rôle important dans l'élaboration des différentes constitutions togolaises, Charles Debache a passé pratiquement une bonne partie de sa vie au service du pouvoir togolais. Renchéri Ouara, les vainqueurs. Charles Debache est un constitutionnaliste français très adulé, Alomé II et tristement célèbre pour l'opposition togolaise. Relève le changement qui précise que l'homme est mort en France des suites d'une longue maladie, faisant donc zoom sur son palmarès diplomatique. Chronique de la semaine conclut et dit que c'est un homme de grande valeur, toujours fidèle à ses convictions et à ses choix que le Togo vient de perdre. Et ce ne sont pas mes invités ici présents qui le démentiront. Une année sans maladie, donc je le souhaitais. Donc voilà, Firmin, c'est un grand homme qui vient de disparaître. Ouais, abstraction faite de toute considération politique. Oui. C'était un grand homme, un grand professeur de droit.
Moi, je me rappelle quand on était encore très jeune, je faisais un peu le droit. Donc, il y avait ces bouquins qui circulaient dans la bibliothèque de l'université de Lomé. Oui. Surtout le droit administratif. C'était un grand administrativiste, un grand publiciste. Donc, son intelligence, il y avait toujours une certaine unanimité autour de son intelligence. Parce qu'il a été doyen très jeune en France. Il a enseigné en France avant d'être sollicité par les Africains et aussi par le pouvoir togolais. Donc c'est une grande valeur que le Togo a perdue. Vous savez, il y a des choses, bon, bien, il y a des critiques que des gens font, mais moi je pense que les gens doivent savoir que le pouvoir togolais s'est construit avec de l'intelligence. Donc le pouvoir togolais ne s'est pas construit avec de l'inintelligence. Au contraire, la force, l'une des premières forces du pouvoir togolais, c'est l'intelligence. Donc le pouvoir togolais allait chercher de l'intelligence partout, parce que ça a été aussi ça la force du général Adema. Il s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'avait pas les connaissances livresques. Donc il s'est dit, en toute humilité, il allait chercher ceux-là qui avaient ces connaissances et il les a regroupés autour de lui. Et parmi ceux là, il y avait le général. Le professeur Charles Debache, qui l'a aidé sur le plan juridique. Ça, bien sûr, c'était normal que l'opposition n'accepte pas ou ne puisse pas voir ça. Ne puisse pas voir ça d'un bon oeil. Mais parce que même pour le pouvoir avait besoin de se construire et sur le point juridique, et sur le plan juridique, et sur le plan économique, il fallait de l'intelligence, il fallait de l'expertise pour pouvoir se construire. Donc le pouvoir s'est inspiré de toute la connaissance dont disposait cet homme sur le plan du droit et il a aidé à construire le pouvoir. Et si le pouvoir tient aujourd'hui, c'est aussi grâce à cet homme-là. Donc cet homme, il a inspiré plus d'un, il a inspiré Len Nachaba et beaucoup même disent, quand on parle de la révision constitutionnelle du 31 décembre 2002, beaucoup ont dit que l'idée en réalité venait de lui. Politiquement, l'idée n'était pas mauvaise parce que moi j'ai toujours dit la modification constitutionnelle n'a jamais été illégale, n'a jamais été une mauvaise chose. Parce que même les textes constitutionnels disent que l'initiative de révision existe. Donc ça peut émaner soit du président de la République, du Premier ministre ou d'un cinquième des députés à l'Assemblée nationale. Donc le général a trouvé à un moment donné juste de modifier la constitution, donc s'est inspiré de l'intelligence de cet homme. Donc il a été utile au pouvoir. Donc juridiquement il était très bon. Politiquement il a vraiment aidé le régime. Donc ce qu'on peut dire, comme on a l'habitude de le dire chez nous, que son âme repose en paix. Eric, vous avez une idée sur cet homme, hein? Je n'ai pas l'idée sur cet homme, j'ai collaboré avec cet homme. Ah, voilà. Et je distingue deux personnalités en Charles Debache. D'abord le politique et ensuite l'enseignant-chercheur, l'académicien. Vous savez, Charles Debache, je l'ai rencontré fortuitement un soir et c'était au cours d'une soirée où l'homme, malgré son âge déjà, était sur un piano en train de sortir des sons vraiment qui touchaient toute l'assistance. Et c'était au théâtre le Mandingue, dans les quartiers des Étoiles là-bas. Et donc, quand j'ai suivi l'homme, parce que vous savez, j'aime un peu la musique, hein, je dis un peu, parce que j'étais avec le célèbre Jimmy Hope, père son âme également. Auquel vous ressemblez circonstanciellement aujourd'hui. Merci. Et donc, je posais des questions sur l'homme à Jimmy Hope, il me dit, mais ce monsieur, si c'est pas qu'il était politicien, je l'aurais dans mon orchestre. Et parce que les sons qu'il ressortait, tout le monde était touché quelque part. Et donc, après la soirée, je me suis approché de lui, j'ai causé avec lui 2-3 minutes, mais je lui dis, mais c'est vraiment lui, l'homme dont on parle. L'homme qui est, excusez-moi le terme, injurié partout, et l'homme à qui on jette de l'eau propre, et tout ça. La technique va nous faire le plaisir de nous zoomer pour que, je sais que beaucoup de Togolais, des profondeurs, ne le connaissent pas en image. C'est l'occasion. Pendant que vous continuez votre
commentaire. Hein. Et donc, je me suis vraiment posé des questions sur lui. Et Voilà, après... Charles Debache, en personne, qui n'est plus d'un autre, Oui, conseiller juridique à la présidence. conseil spécial. Spécial. Conseil spécial du chef de l'État. Parce que ce n'est pas que le juridisme il fait Ouais. auprès de Faure Gnassingbé. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est consulté Oui, oui. et il apportait quand même sa contribution. Et donc, après cette soirée, le hasard a encore fait que un ami, j'étais à mon bureau un matin très tôt, autour de 6h30, et le monsieur qui s'est arrêté, il vient, parce que devant mon bureau, il y a un étalage de journaux, il vient, il dit, est-ce que vous avez déjà les journaux du jour? Je dis non. Il dit, à quelle heure ça vient? Je dis, à 7h. Il regarde là, il dit, bon, ok, je peux attendre quelques minutes. Le temps d'attendre, le monsieur a engagé une discussion avec moi. Et on a échangé et pendant plusieurs minutes. Il s'appelle Alain Hyest, paix à son âme, il est décédé aussi. Et il me pose une question sur Charles Debache. Connais-tu Charles Debache? Je dis non. Il dit, bah, écoute, Charles Debache, voilà, on a collaboré dans un journal qu'il a créé lui-même en France et à Lyon. Et donc, aujourd'hui, je suis ici en tant que conseiller du président Faure et je travaille encore avec Charles Debache qui m'a fait justement venir. Et là, je dis, ben, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on se rencontre pour qu'on échange un peu davantage, hein? Voilà. Et donc, Alain Hyest est parti, il a organisé la rencontre et voilà comment Charles Debache et moi, on est devenus très proches. Familier. Parce que je ne voudrais pas dire amis, Oui. plutôt Oui. familier peut-être, mais très proches. Très proche, c'est mieux, hein. Et là, une collaboration est née et je vous le dis aujourd'hui, tout ce que vous lisiez dans l'Union comme éditorial était l'œuvre de Charles Debache. Et je peux vous montrer les 2 premières années, c'est-à-dire 2006 à 2008, tous les éditoriaux qui étaient dans l'Union se sont retrouvés dans un livre. Que Charles Debache, parce qu'il signait dans le journal Kofi Souza. Et donc, tout ça, il a organisé avec des thèmes bien précis et on a l'Union, le Togo de l'Union. Ça, c'était la première édition. Il y a eu par la suite 2009, 2011, il y a 2013, 2015. Donc, il y a eu 3 tours de le Togo de l'Union. Il n'hésite pas à mettre dans ce recueil-là des articles que lui et moi avions écrit ensemble, avions traité des sujets surtout d'ordre politique et justement pour faire comprendre la politique togolaise. Donc, l'homme politique, Charles Debache, a été au cœur de beaucoup de polémiques, tout simplement parce que cet homme m'a appris, parce qu'il est devenu mon enseignant, parce que après, à chaque parution du journal L'Union, Charles Debache faisait un mémo qu'il me transmettait et qu'il me dit, vous lisez clairement que sur ce sujet, l'angle que vous avez pris, ça c'est le journaliste déjà, l'angle que vous avez pris pour traiter le sujet n'avait pas une importance pour le citoyen lambda, c'est-à-dire pour le public. Alors, voilà ce que vous devriez faire. Alors, sur le plan grammatical, il vous dit clairement, vous n'avez pas respecté la syntaxe, vous n'avez pas tout ça, et c'est devenu pour moi une Bible. À chaque parution, je dois recevoir un mémo, ce qui nous permettait d'améliorer au fur et à mesure nos sujets dans le journal. Au-delà de tout ça, Charles Debache était perçu pour l'opposition togolaise comme celui qui était à la base de tous les problèmes du Togo, parce que Charles Debache, c'est celui-là
qui est prêt à te réveiller en te disant, écoute, quand tu prends une loi, je donne un exemple, la loi qui a permis de retoucher la Constitution en 2003, En 2002. en 2002, ouais. décembre 2002, pour l'élection présidentielle. 2002. Oui, pour l'élection présidentielle de 2003, Oui. il te dit clairement, voilà pourquoi c'est possible de le faire et voilà ce qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire, il est resté enseignant, enseignant tout en faisant de la politique. Et je pense que plusieurs autorités, plusieurs personnalités ont bénéficié quand même de cet apport-là. Même si l'opposition considère que c'est lui qui est À la base de plusieurs problèmes, les retouches de constitution, des droits, et parfois même on parle des articles de la constitution qui sont tordus parce que on veut juste... Mais c'est de la technique. Charles Desbaches, vous savez, aujourd'hui, il a à son actif 60 livres. Ah bon? 60 livres à son actif. Et j'avoue que jusqu'à son décès, je ne sais pas si j'ai déjà lu plus de 20. Parce que vous avez, par exemple, des tomes de droit administratif et de droit constitutionnel qu'il a eu même à offrir à l'université de Lomé avec le professeur Kokoroko plusieurs fois. Mais c'est des documents volumineux. Vous vous demandez quand est-ce qu'il a le temps d'écrire tout ça. On sentait en réalité le décès de ce monsieur-là. On se disait, vous savez, pour la petite anecdote, il a fait un accident dans les escaliers au Maroc et il s'est cassé le bras et le poignet. Et donc, vous imaginez que pendant que le monsieur était aux soins, il avait envie d'écrire. D'écrire encore. Il ne peut pas se lever et ne pas regarder sur son ordinateur. Il ne peut pas faire une journée sans écrire au moins une page. Et donc, quand il a commencé, quand il était aux soins, il s'est levé un matin et il dit non, qu'il doit enlever tout ça parce qu'il doit écrire. Mais il avait un bandage au bras. C'est tellement fabuleux. On se demande, mais finalement, ce monsieur, le jour où il ne va plus écrire, ce serait la fin de sa vie. Et je crois que après tout c'est surtout cette chute-là dans les escaliers au Maroc, à Casablanca, qui a été quand même un tournant dans sa vie où il était immobilisé, il était dans son fauteuil roulant, il allait souvent se faire opérer, les opérations réussissaient, toutefois il devait faire également des contrôles et je crois que c'est ça, c'est à cause de ça qu'il était même reparti chez lui en France et malheureusement il est parti nous laissant quand même avec beaucoup d'héritage, beaucoup d'héritage. Sur le plan intellectuel. Je suis vraiment en deuil. Je vois comment vous devez être très émotionnel. Oui, parce que quand j'ai appris ce décès, ce jour-là, ce samedi, beaucoup d'amis m'avaient déjà écrit pour me demander si c'était vrai. Dans la blague, je disais aux gens... mais si vous voulez le rencontrer, il est là. Et donc, mais c'était un coup dur, un coup dur. Ce n'est pas l'âge de la personne, mais c'est ce que la personne représentait pour nous, qui est très important. Et je crois que, comme tout le monde, je ne sais pas comment je vais transcrire la vie de Charles Desbaches pour le peu que je connais de lui. Et tout ce que j'ai appris de lui, je ne sais pas comment je peux le transcrire à travers un journal. Ça rentre dans l'ineffable. Oui, franchement, c'est très dur, mais disons, c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris
paix à son âme, tout simplement. Et comme... Il a été inhumé le vendredi dernier. Déjà? Oui, il a été inhumé le vendredi dernier à Marseille. Et je crois que je me joins à tous les amis, mes collaborateurs, tous ceux qui l'ont connu avec moi, des amis communs qu'on avait, pour dire paix à son âme, professeur. Merci pour tout. Comme on l'a dit, un grand homme ne meurt jamais, il disparaît. Nos condoléances donc plus attestées à sa famille biologique et diplomatique. Je me rappelle, c'était l'une des grandes joies, de mes plus grandes joies de le rencontrer. Il avait l'habitude de faire le footing au niveau de la caisse là-bas, derrière au niveau de la caisse là. La cité Millennium. Voilà, je le croisais souvent quand j'allais vers Noukafou, il faisait le footing là. Je suis en train de le voir encore dans ses chiens. Ses chiens, voilà. Avec ses chiens. Bon, Firmin, vraiment, un grand homme ne meurt pas, il disparaît tout simplement. Ouais, c'est comme on dit en littérature, on dit les littéraires sont immortels. Oui. Parce que leurs écrits restent. Oui. Donc l'esprit de ce qu'il incarnait reste. Donc on parle toujours de lui, ses livres sont là devant nous ici. Il y a ces photos sur les journaux. Donc on va toujours parler de lui. Donc c'est la chair qui est partie. Oui. Donc, mais l'esprit est toujours là. Donc, on ne peut que souhaiter, comme vous l'avez dit, nos sincères condoléances à sa famille biologique en France, à sa famille biologique au Togo, à sa famille diplomatique et politique. Ça va être peut-être un coup dur aussi pour le régime togolais, qui peut-être a beaucoup compté sur lui. Quand on dit conseil spécial du chef de l'État, ça veut dire qu'il représentait gros quelque chose pour le président togolais. Donc, peut-être il y aura d'autres conseillers spéciaux, mais je ne pense pas que il y aura voilà, ça retourne où il y aura assez de Charles Debache. Donc l'homme a été unique, mais il a marqué profondément l'histoire du Togo. Surtout à la fin du 20e, au début du 21e siècle, il a profondément marqué l'histoire politique du Togo. Donc paix à son âme. Et comme vous l'avez dit, ça doit être vraiment un coup aussi pour la présidente de la République. Tout à fait, tout à fait. Je sais que pendant qu'il était un peu souffrant, qu'il était resté chez lui à la maison, et il était toujours en contact avec le président de la République. Et je sais que sur certains dossiers, il était toujours consulté. Et c'est tout à fait logique parce que c'est un conseiller spécial et donc il y a des sujets que le régime doit quand même le consulter pour avoir son avis. Et surtout que malgré son âge, il ne souffrait d'aucune maladie sérieuse ou non, il était toujours bien portant dans sa tête, psychologiquement, psychiquement. Et vous imaginez quelqu'un qui était encore souffrant, quand vous allez chez lui, c'est lui qui cherche plutôt à vous donner à vous donner cette ambiance là, de vous dire non, tenez bon, il faut donner du courage. Il vous donne toujours des conseils. Je crois qu'il a pris toute sa vie à faire ça et je crois que la présidence de la République doit quand même le regretter. Même si je sais que ces dernières années, il a eu à travailler avec des jeunes constitutionnalistes. Je pense à Colin, je pense à d'autres, ses collaborateurs avec qui, vous savez qu'il a eu des démêlés avec le groupe Pogosa et tout ça, parce que il a un cabinet d'expertise en France qui lui permettait de faire ses propres affaires. Et donc, tous ses collaborateurs là-bas, c'est des gars qu'il a eu à mettre sous ses pas et à leur permettre de s'ouvrir un peu au monde. Vous savez, à travers Charles Debache, nous avons
quand même eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités parce qu'il n'hésitait pas, lorsqu'il avait des amis qui venaient, etc., à organiser un déjeuner, soit un dîner et à discuter ensemble de tout et de rien surtout. Parce qu'il aime aussi écouter les gens. C'est surtout cette écoute-là. J'ai appris, moi, chez Charles Debache, d'abord l'humilité. C'est un monsieur très humble. Vous savez, un collègue journaliste qui, dans les années, je crois, 2014-2015, voulait le rencontrer. Il m'appelle, il me dit, Eric, est-ce que tu peux m'aider à rencontrer le doyen? Je dis, aucun souci. Et je lui ai même pas demandé pourquoi, mais lui, il me dit, bon, ok, c'est urgent, etc. Je dis, ok, je lui donne son numéro. Mais pendant plus de 15 ans que je connaissais ce collègue, il avait toujours une mauvaise image sur Charles Debache. Et donc, le jour où il est parti le rencontrer, je ne savais même pas, quand il avait appelé, ils se sont donné rendez-vous, etc. Mais après, il m'appelle, il me dit, Eric, est-ce que c'est vraiment chez Charles Debache que tu m'as envoyé? Je dis, mais oui. Il me dit, mais c'est pas l'homme que nous connaissons, c'est pas l'homme de qui nous parlons. Mais l'homme, il m'a bien reçu, on a échangé, il n'hésitait pas à me donner des réponses sur toutes les questions, même les questions que moi je croyais tabous politiquement, mais il m'avait donné des réponses et je m'y attendais pas du tout. Que franchement, il faut qu'on approche les gens pour mieux les connaître. L'humilité. Après, il y a ce qu'il m'a toujours dit de faire dans ma vie, la loyauté. Il faut être loyal. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, vous pouvez être dans le même camp, avoir des dissensions, avoir des problèmes, différents, mais il faut toujours être loyal par rapport à vos objectifs. Et là, je crois que après la loyauté, la sincérité, la courtoisie et l'honnêteté, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Je pense que professeur Debache, je le regretterai toujours parce qu'il ne sera plus là pour me dire, pour m'envoyer un petit mot. Oui. Mais voilà. Certainement qu'il va vous envoyer un autre Debache. Voilà, comme je le disais, un grand homme ne meurt jamais, il disparaît tout simplement. Et s'il y a des morts, on passe à un autre sujet. S'il y a des morts comme celle de Charles Debache qui peuvent être considérées comme la volonté de Dieu, il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément. C'est celles liées notamment à notre imprudence, notre manque de vigilance et surtout du non-respect du code de la route que nous attrapons facilement en circulation. L'année 2021 qui s'est écoulée a fait couler pas mal de sang sur nos routes qui en ont bu abondamment. Et ce n'est pas le général Yark Damham en sa qualité de ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui nous démentira. Suivez. 600 personnes auraient laissé leur vie sur les routes togolaises en 2021. C'est le triste bilan de la sécurité routière publié par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, relayé par Temps Nouveau. Tout ça malgré la sensibilisation et les efforts du gouvernement, comme l'a relevé le ministre Yark Damham dans une intervention radiophonique citée par Ouara les vainqueurs. Les 2/3 des accidents seraient provoqués par des engins à 2 roues, selon les constats des autorités. Rapporté par le messager, ce qui l'amènerait à exiger le port des casques par les passagers pour cette année 2022, sinon à compter de cette année 2022. Selon Écho du pays, au-delà des causes liées au non-respect du code de la route, il convient d'ajouter l'état des routes.
pour 2022, nous allons essayer d'amener les passagers à porter le casque. Déclaration du patron de la sécurité au Togo, relayée par le libéral. Attaque de Salonga, opération Kougnouare, accident de la route. Ce sont les grands axes de l'agenda sécurité 2021 présenté par le général et relayé par le Mania Libéré. Alors, chers confrères, un bilan annuel établi par lui fait état de 600 personnes mortes suite aux accidents de circulation pour le compte de la seule année 2021. Imaginez le nombre de ceux qui sont devenus invalides et le nombre d'accidents survenus. Alors, chers confrères, alors tout ce tableau doit vous dire quelque chose. Hein? Oui, deux petites choses. La première chose, c'est l'élégance avec laquelle le ministère de la Sécurité et de la Protection civile communique. Vous savez, c'est une très bonne chose lorsqu'on communique, on montre une certaine transparence dans toutes les activités qui sont menées par le ministère. Et aussi, ça permet d'avoir les informations et c'est une manière de sensibiliser aussi la population. Donc, on n'aurait pas communiqué, on n'aurait pas eu accès à tous ces chiffres-là. Et on n'aurait pas su tout ce qui se passait. Et donc, on allait mener la vie comme bon nous semblait. Oui. Donc, alors que c'est cette manière de communiquer, donc, nous... comment déjà par nous sensibiliser, comment déjà par interpeller. Donc je pense que si tous les ministères pouvaient en faire autant, ça aiderait. Parce que quand on parle de la démocratie, il y a la transparence et la reddition des comptes. Ouais. Le ministère de la Sécurité, il travaille pour un peuple, il travaille pour le peuple togolais. Donc régulièrement, il doit le rendre compte. Et ce bilan, il le pose à chaque trimestre presque. Oui, depuis 2015 par là. Oui, donc il est régulièrement devant les médias, devant le peuple pour faire le bilan, le point et donc et interpeller. Je pense que c'est une bonne chose. On en a besoin parce que sans la sécurité, on n'est rien en fait. Donc sans la sécurité, on ne peut même pas venir ici. Donc regardez, excusez-moi, mais tous ceux-là qui sont morts, est-ce qu'ils pourront se déplacer aujourd'hui? Donc peut-être ce qu'on a fait là, ça va aider beaucoup plus. Donc si le ministère de la Sécurité pourrait toujours continuer à améliorer ça, c'est une bonne chose. Et aussi que les autres départements ministériels lui emboîtent le pas. Donc la deuxième chose, 600 personnes mortes, je pense que ces chiffres-là font froid dans le dos. C'est vraiment grave à ce niveau. Donc on demanderait à tous les usagers de la route de faire doucement et de respecter le code de la route pour qu'on ne vive pas des choses comme ça. Même une seule mort, non, ce n'est pas possible. 600 personnes décédées, ça c'est juste accident ça. Et les morts par maladie, les morts de Covid. Et ceux qui sont devenus invalides. Invalides. Donc je pense que ça c'est déjà grave. Donc le reste relève de la responsabilité de tous les citoyens. Il faut que tout le monde arrive à respecter le code de la route. Et aussi que les autorités togolaises travaillent toujours à l'amélioration de nos routes. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits en ce qui concerne la construction de nouvelles routes comment dire, que certaines routes soient mieux bitumées, soient mieux rebitumées. Je pense que c'est déjà quelque chose. Là où il y a des nids de poules, je ne vous arrête pas à ce propos, mais on dirait que c'est sur les routes plus aménagées qu'il y a plus d'accidents. Je vais partager ce vu et constater avec vous. C'était vendredi, je rentrais au niveau de Tomblekwape là-bas. Un accident des plus bizarres que je n'ai jamais vu. C'est une moto qui, de derrière, est partie cogner un taximan. Le taximan roulait, on allait tous dans le même sens. La moto est partie cogner le taximan par derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? La moto s'est accrochée au pare-choc arrière du taximan qui l'a traîné. Le conducteur de la moto, lui, il est tombé. Mais le reste, la moto s'est accrochée au pare-choc du taximan qui l'a traîné sur plus de 50 mètres. Et durant ce temps, le taximan a roulé. Est parti sans que quelque chose, qu'il ne sache ce qui se passe. C'est après 50 mètres que la moto a réussi à se détacher du taximan. Et l'autre venant a vu le spectacle
il était pondéré sur le spectacle et il est parti ramasser la moto qui est tombée et d'autres encore. Il y avait eu 5 accidents de moto sur le champ au même endroit et à l'espace de 2 minutes. Voilà. C'est grave. On dirait que vraiment les motos tuent plus que le sida, le paludisme et même le Covid-19. Mais je ne sais pas si le sida même a pu tuer 200 personnes en 2021. Non, une petite chose, vous savez, il y a aussi, c'est pas une injure à notre égard. Vous savez, nous ne sommes pas encore fondamentalement habitués aux grandes routes. Voilà, je ne sais pas. Oui, il y a une chose que j'ai remarqué en 2014, c'est la première fois que je me suis rendu à Cotonou. On était allé, c'était sur un pont, non, c'était sur, comment on les appelle? Un échangeur, comme ça. C'était tellement grand. Donc, moi j'étais le passager, donc on m'avait pris sur une moto. C'était un ami qui avait pris. La manière dont il conduisait, j'ai compris que les gens n'étaient pas habitués à la grande route. Il y avait une euphorie, mais ils ne savaient pas comment circuler sur cette route. J'ai compris qu'ils étaient habitués qu'à une petite route, et ça les dérangeait. C'est la même chose quand vous circulez un peu quelquefois sur ce que nous appelons échangeurs, les grandes routes, les routes beaucoup plus spacieuses. Vous voyez qu'il y a assez de lacunes que nous traînons. Donc, je pense que c'est une question de sensibilisation. Bien sûr, c'est bien d'avoir de grandes routes, mais il faut savoir comment y circuler aussi. Voilà. Alors, Sénéon, oui. Quelle lecture faites-vous de cette situation? On dirait que les routes tuent aujourd'hui plus que le sida, le paludisme et le Covid-19 combinés à la fois. Oui, et pourquoi ça tue? Voilà. D'abord, tout à l'heure, tu parlais des infrastructures. Oui. J'étais sur une émission et un auditeur a appelé depuis Dapan pour dire que chez eux, il y a un problème fondamental. C'est l'inexistence des panneaux, sinon des feux tricolores, des feux de signalisation. Dans cette grande ville, il n'y a pas de feux de signalisation. Ça veut dire que tout le monde roule comme il peut. Et là, bienvenue les accidents. Ça, c'est clair. Les infrastructures. Il y a sur certaines de nos routes des panneaux de signalisation qui sont enlevés. Or, c'est ces panneaux-là qui devaient permettre aux conducteurs de savoir, par exemple, à quelle vitesse rouler, de savoir toutes les embûches qu'il y aura devant et de savoir sur quel côté rouler, etc. Des panneaux qui n'existent pas. Les infrastructures, on parle de l'état de nos routes. C'est vrai, nous n'avons pas de grands moyens pour que toutes nos routes soient nickel. Mais avec ce que nous avons et que nous-mêmes, nous dégradons tous les jours, malheureusement, on est enclin à des accidents. Ça, c'est une évidence. Maintenant, dans les grandes artères, on remarque aussi des feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Il y a certains individus qui prennent sur eux d'essayer de donner la voie aux gens pour pouvoir passer, etc. Mais ce n'est pas suivi parce que tant que le conducteur ne voit pas le feu, il ne sait pas s'il doit s'arrêter ou s'il doit continuer. Maintenant, si nous revenons à nous-mêmes, qu'est-ce qui est à la base de la majorité des accidents? Il y a quelqu'un qui faisait cette réflexion-là que je trouve très importante. Les gens qui quittent les villages pour venir conduire à Lomé, mais c'est des gens qui ne sont pas soumis au permis de conduire de moto, mais c'est des gens qui roulent n'importe comment. Ils sont pas habitués à la circulation en grande... Comme le disait tantôt Firmin, c'est des cas comme ça qu'on voit. Et majoritairement, les accidents sont causés par les motos. De l'autre côté, il y a également les conducteurs en état d'ivresse totale. Quand
vous regardez un peu sur la nationale numéro 1, le nombre d'accidents qu'il y a, au moins 40 à 50% sont causés par des chauffeurs qui sont en train de dormir au volant. C'est un autre souci. Et donc, je veux dire que globalement, les accidents sur nos routes sont causés par certains manquements des infrastructures et surtout par nous-mêmes en tant qu'utilisateurs de ces infrastructures routières. Où en est-on avec la mesure prise en 2019, si je me rappelle bien, exigeant le permis de conduire pour les usagers d'engins à 2 roues et surtout au contrôle du taux d'alcool. De l'alcotest. Non, je pense qu'on n'entend plus trop parler, mais c'est dans les tiroirs. Oui, on n'entend plus parler. Mais on ne peut pas en entendre parler du moment où ça n'a jamais démarré. Donc on prierait que ça démarre, démarre. Parce qu'il y a des conducteurs de taxi moto, quand ils vous prennent, vous savez qu'ils ont suffisamment bu. Et ils ont suffisamment bu. Et vous avez même peur. Vous leur dites, c'est ici, je voudrais que vous me descendiez. Après, ils oublient, après, ils vous amènent quelque part. Ou vous vous rendez compte qu'ils ne sont même pas avec vous. Alors que c'est eux, sont eux qui vous conduisent. C'est vraiment grave. Donc, on demandera au gouvernement de ressortir ça quoi, pour qu'on puisse rendre ça, mettre ça au frais. Vous savez, parfois, ce n'est pas parce que ceux qui ont initié ce projet-là n'ont pas la volonté de faire. Mais parfois, c'est par rapport à nos réactions aussi. Parce que nous disons que nous sommes en démocratie, on ne doit pas nous imposer certaines choses. Et malheureusement, c'est tout ça là qui nous cause des accidents. Nous sommes victimes de notre propre libertinage. Voilà, il faut le reconnaître. Parce que, vous savez, excusez-moi, mais je vais prendre également le cas de la vaccination, où les gens disent, ne nous forcez pas à nous vacciner, tout simplement parce que ça se fait en Europe. Parce que les gens sortent dans la rue pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Mais nous, ici, nous avons quoi comme protection sanitaire pour nous dire que si ça nous attrape, on peut aller dans une clinique, on peut aller dans un hôpital pour être pris en charge avant qu'on ne détecte que c'est le coronavirus et qu'on prenne les dispositions idoines. Mais nous là, on est là quand vous tombez malade et aller même se faire consulter, c'est un problème parce que nous n'avons pas les moyens de le faire, etc. Mais on nous dit tout simplement qu'aujourd'hui, le seul moyen, c'est la prévention, pour nous protéger, c'est le vaccin que l'État se permet d'acheter en notre nom. Et les gens disent non, nous ne voulons pas le faire tout simplement parce que nous sommes en démocratie. Ne nous obligez pas à faire ceci ou cela. C'est le même cas. C'est le même cas. L'alcotest. Quand ça a commencé, il faut arrêter ça, etc. Mais ça aurait pu aller jusqu'au bout. Comme le port de casque. Aujourd'hui, toutes les têtes sont vous savez, même le port de ceinture au volant, mais ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Moi, je ne peux pas rentrer dans un véhicule sans mettre automatiquement ma ceinture. Donc, voyez-vous, il faut qu'on y aille. Parce que quand c'est pour protéger la vie des citoyens, il ne faudrait pas qu'on mette sur la table les histoires de démocratie, de droits. Oui, on veut la démocratie, on veut que les droits soient respectés, mais ce n'est pas à n'importe quel prix non plus. Et sur cela, le général Yark et son collègue du transport ne lésinent pas. À tout cela ils viennent encore de rappeler, c'était déjà dit, mais ils viennent de rappeler et exigent de nouveau le port de casque, non seulement pour les conducteurs de taxi, moto, mais aussi pour les passagers. Donc désormais, s'il plaît à Dieu, toutes les têtes seront couvertes
par les casques sur les motos. Et c'est une mesure qui vient d'être rappelée et avec beaucoup de rigueur. Et j'espère que les citoyens qui nous suivent sont avertis déjà. Et désormais, si demain, par exemple lundi, on accroche les gens dans les intersections pour leur demander le passager derrière, madame ou monsieur derrière, le casque, qu'on ne soit pas donc surpris. Mais oui. Eric, regardez un peu. Lorsqu'il s'est agi du port de masque, quand vous prenez une moto, et le conducteur et le transporté doivent porter le masque. Mais c'est avec beaucoup de difficultés. Quand les forces d'ordre essaient de demander aux gens, mais c'est avec des injures, etc. Mais je pense que tout ça là, aujourd'hui, il faut que nous, citoyens, nous comprenions que c'est pour notre propre sécurité. Ce n'est pas pour je ne sais pas, mais les gens sont allés jusqu'à dire on arrête les gens parce qu'ils n'ont pas porté de masque. Est-ce qu'ils sont obligés de porter? Voilà des choses comme ça. Mais il faut de la rigueur. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut forcément que tout le monde comprenne cela pour nous tous. Parce que quand un accident, tu venais de donner un exemple, un seul conducteur qui a engendré plus d'accidents, voyez-vous, si vous êtes là au mauvais moment, vous tombez dedans. Donc, le mieux pour nous, c'est de prendre nos dispositions pour que cela ne nous arrive pas. Et le casque, c'est sur la tête qu'on le porte et non sur, comment vous appelez ça, le tableau de bord de la moto. Cela est arrivé, c'était au niveau de l'échangeur de Zongo ici. Quelqu'un a mis son casque sur le tableau de sur sa moto, sur sa cabine. C'est le casque qui est tombé, qui s'est projeté devant. Il est parti rouler sur le casque, il a glissé, il est tombé. Et un véhicule devant et derrière l'a totalement écrasé, et lui et son casque. Voilà, encore comment nous-mêmes nous inventons notre propre mort. Que Dieu nous protège. Accident, il peut y en avoir, c'est pourquoi on parle d'accident. Parce que ce n'est pas ce qui n'est pas prévu. Mais quand on roule à cette allure, ce qui arrive n'est plus un accident, c'est fatal. Alors que Dieu nous préserve et qu'il nous protège. Amen. Encore affaire de coup d'État sur notre même continent, mais bien avant ça, c'est la CEDEAO qui nous interpelle. Vous êtes aux confins de l'actualité. Alors, c'est le Mali qui est en désarroi avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et là-dessus, voici ce que nos journaux ont écrit. La proposition de la junte militaire malienne de conduire la transition pendant une période allant de 6 mois à 5 ans à compter du 1er janvier 2022 n'aurait pas rencontré l'assentiment des chefs d'État de la CEDEAO. Fait observer tant nouveau qui voit là un bras de fer entre la CEDEAO, Madi, ça se passe où? Entre la CEDEAO et le Mali. Le ras-le-bol de la CEDEAO a été exprimé au cours d'une conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, comme le précise l'échiquier, qui ironise et parle de variants Touareg dont on parlerait peu ou pas du tout. La dépêche trouve que la CEDEAO est en train de se noyer toute seule dans le dossier malien. Assimi Goïta, l'empereur du Mali, défie la CEDEAO, écrit le libéral. Entre-temps, apprend-on de Gazelle Info, Goïta aurait décidé de jouer à l'apaisement et pourtant, écrit le changement, les sanctions économiques et financières décrétées par la CEDEAO contre le Mali auraient été rejetées par le pays. Ce pays, bien sûr, ce qui risque de faire de cette institution sous-régionale une espèce en voie de disparition, comme le souligne le changement, pour qui Kako Nouboupo, le Togolais de l'UEMOA, soutient le Mali de même que la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, l'Algérie et la Guinée. Transition au Mali, la CEDEAO prend ses actions
prend des sanctions. La junte riposte, mentionne le dialogue. Idem dans le triangle des adieux, pour qui la CEDEAO s'embourbe et lance un coup d'épée dans l'eau. Pendant ce temps, poursuit le journal, c'est la junte qui demande la levée pure et simple de la sanction de la CEDEAO. La Guinée maintient ses frontières ouvertes avec le Mali qui rejette les sanctions contre lui. Lit-on dans l'Athènes qui trouve que la CEDEAO est en train de payer les frais de son soutien au coup d'État et au coup d'État constitutionnel. Voilà. Eric non, deux petites choses. Oui. Vous savez... Le jour où tu vas passer à 3, alors là... Non, deux petites choses simplement. C'est pour dire que la junte, je ne sais pas là où elle va, elle n'ira nulle part avec ça. Elle est en train de dire, tout le monde connaît les réalités du Mali, mais on le fait, tout d'abord, moi je condamne les coups d'État, moi je ne vais jamais soutenir les coups d'État. Les efforts sont en train d'être faits dans tous les pays pour que nous construisions des États démocratiques. Oui. Donc un groupe de personnes ne va pas se lever et puis faire perpétuer un coup d'État et puis s'asseoir et refuser de partir. Vous avez perpétué un coup d'État, alors remettez le pouvoir à un civil ou à un gouvernement civil. Donc ils ont perpétué un coup d'État et puis on leur dit, maintenant organisez des élections et partez. Donc ils ont donné jusqu'à février 2022, mais ils disent maintenant ils veulent faire une transition qui va durer de 6 mois à 5 ans. Ça, c'est jamais passé dans aucun pays au monde. Donc c'est normal que la CEDEAO prenne toutes ces mesures, toutes ces sanctions contre cette jeune militaire. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose que je suis en train de remarquer, c'est comme nous sommes en train de revivre les années 50-60. Vous savez, quand les Africains avaient soif de l'indépendance, tout ça là, donc ils s'agitaient, il y avait des écrivains à l'époque, les David Diop, les Senghor et autres, qui s'agitaient, qui demandaient de l'indépendance. Les Aimé Césaire, les Gontran Damas, et puis il y avait des gens qui avaient même écrit le soleil des indépendances. Et on a vu... Amadou Kourma. On a vu les indépendances. Mais 60 ans après, qu'est-ce que ça nous a véritablement apporté? C'est la question. J'ai l'impression après 60 ans, le même esprit revient. Les Africains veulent toujours se débarrasser du joug colonial. Les Africains veulent toujours se débarrasser des puissances occidentales. C'est normal. Mais c'est comme nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs que nos parents avaient commises dans les années 60, où on n'était pas prêt, mais on voudrait tout et tout de suite maintenant. C'est ce que la jeune militaire est en train de commettre comme erreur maintenant. On n'est pas prêt. C'est-à-dire on ne peut pas se débarrasser de la France comme ça. Même si on porte un certain amour pour d'autres puissances, la France est là, c'est plus de 60 ans, c'est plus de 70 ans. On ne peut pas venir du jour au lendemain dire à la France, partez, nous-mêmes nous voulons notre indépendance, nous allons faire notre monnaie, tout ça. La Guinée-Conakry avait dit oui, partez, et nous aurons notre monnaie, ainsi de suite. 60 ans après, la Guinée-Conakry est encore au stade de coup d'État. Donc ça veut dire rien n'a pratiquement évolué. Donc sur ce point, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se dise, maintenant les erreurs qui ont été commises, nous n'allons plus les reproduire, mais nous allons adopter la voie diplomatique. Silvano Soleim qui aurait adopté la voie diplomatique, il ne se serait pas assassiné. Lumumba aurait adopté la voie diplomatique, il n'aurait pas été assassiné. Le Burkinabé aurait adopté la voie diplomatique. Thomas Sankara, il n'aurait jamais été assassiné. Où est-ce que nous allons? Nous vivons dans un monde où nul ne peut choisir vivre en autarcie. Nous devons cohabiter, nous devons collaborer, nous devons vivre en symbiose. On ne peut pas vivre sans les Occidentaux. Ça, ce n'est pas possible. Les Chinois, les Russes ne sont pas meilleurs que les Français. Eux tous, c'est leurs intérêts qui les préoccupent. Voilà, Eric, est-ce qu'on va finalement accepter ceux qui disent que les chefs d'État africains sont des préfets pour les chefs d'État de l'Occident? D'abord, moi je veux faire une analyse de la situation. Oui. Comprenez qu'au grand jamais, des militaires ne font un coup d'État pour remettre le pouvoir à quelqu'un. À un civil. Et surtout à un civil. À quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, qu'il soit civil ou militaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voulons plus? Nous ne voulons plus de militaires au pouvoir. Voilà la situation générale. La CEDEAO l'a entériné dans ses directives et à chaque fois qu'il y a un coup d'État quelque part, la CEDEAO intervient pour dire organiser rapidement une élection présidentielle et remettez le pouvoir aux civils. Alors, ce qu'on est en train de constater malheureusement aujourd'hui, avec toutes ces sorties, je vois, d'intellectuels africains, soi-disant, nous soutenons la junte.
au Mali, cette situation-là est en train de donner des envies dans d'autres pays. Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas anodin du tout. Je dis aujourd'hui, la junte au Mali avait dit clairement que nous organisons des élections générales en février 2022. Alors, avec cet appétit du pouvoir, en politique, l'appétit mange en venant. Cette junte revient sur sa position en organisant des assises nationales avec tout ce qu'il y a comme pression derrière pour dire nous voulons rester au pouvoir 5 ans avant d'organiser des élections générales en se basant sur l'état actuel du Mali qui est à 50% entre les mains de terroristes. C'est sur ça que la junte se base en disant notre pays n'est pas totalement dans nos mains pour que nous puissions organiser des élections. Mais vous avez suivi tout ce qui s'est passé. On a organisé un meeting et on a demandé à toute la population malienne de sortir. Cette population-là ne suffit pas pour aller aux élections. C'est une première question. Maintenant, quand vous demandez une transition de 5 ans, mais 5 ans, c'est un mandat présidentiel au Mali. Ils sont élus. Ils veulent faire un mandat présidentiel. Mais je ne comprends pas. Et donc, ce qui aurait été salutaire pour cette junte-là, c'était juste de dire, ok, nous avons dit février 2022, mais au vu de la situation, donnez-nous encore 6 mois ou 1 an, et après cela, on va faire le point et on verra si les élections peuvent être organisées. La CEDEAO est dans son rôle, quel que soit ce que l'on va dire. Qu'il y a eu des antécédents, qu'il y a eu des décisions qui ne conviennent pas, etc. Mais la CEDEAO est dans son rôle de sanctionner le Mali, sinon la junte malienne, par rapport à ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de brandir des menaces de la Russie, de la Chine, et d'autres puissances, etc. Mais je vais vous dire, aucune de ces puissances-là, aucune de ces forces-là ne permettra au Mali d'avancer. Je vais vous dire, aujourd'hui, au Togo, nous sommes en difficulté tout simplement parce que nous avons été sanctionnés par l'Union européenne avec ces sanctions, avec de rupture de la coopération. Je vais vous dire, le général Eyadema, paix à son âme, il a l'habitude de dire, à cause de cette démocratie que nous avons mal négocié, nos caisses sont vides. Parce que le Togo avait des réserves qui lui permettaient d'organiser. Même, vous savez, regardez aujourd'hui, quand le président Faure a dit on va faire un mois d'avance payable sur 12 mois, mais les gens n'étaient pas convaincus parce que dans le temps, Eyadema disait 13e mois, parce qu'on avait l'argent. Mais avec cette rupture de la coopération, j'avoue que malgré les autres puissances qui étaient derrière nous et tout ça, le Togo s'est retrouvé en arrière. Et il faut le reconnaître. Ce qui va se passer au Mali, aujourd'hui, il faut que la junte au pouvoir comprenne que les sanctions économiques jamais arrangé, jamais. Et ça va être très dur pour le peuple malien. Quand on vous demande de sortir pour
pour sortir contre, pour manifester contre les décisions de la CEDEAO, c'est de bonne guerre. Parce que en réalité, c'est le peuple malien qui va souffrir et non la junte. Mais maintenant, quand on vous demande de sortir pour dire que vous soutenez la junte parce qu'elle a demandé 5 ans de transition, alors là, je pense qu'il y a un problème. Et quand les intellectuels africains disent, oui, regardez ce qui se passe, non, il y a la Russie, il y a la Chine, vous allez voir, la Russie a tellement de problèmes internes qu'aujourd'hui, il faut voir sur combien de chantiers la Russie se trouve. Il y a l'Ukraine, il y a aujourd'hui le Kazakhstan, il y a tous ces pays-là. La Russie est partout. La Russie a quelle manne pour pouvoir aider le Mali aujourd'hui pour s'en sortir. Un si grand pays. Aujourd'hui, vous voyez, on envoie... On va chuter parce que nous avons largement débordé le temps. Oh là là. Mais il faut que je finisse. Oui, il faut que je finisse pour dire que, en réalité, il faut que les Maliens prennent vraiment garde. Ce qui se passe là, ce n'est pas du tout bon pour le peuple malien. Nous devons soutenir le peuple malien. Et je vais chuter en disant que, c'est vrai, aucun pays membre de la CEDEAO, à part la Guinée, ne s'est présenté pour dire nous ne soutenons pas les décisions de la CEDEAO. Certes, comme ça s'est passé chez nous, pendant que nous étions en froid avec l'Union européenne, c'est un député européen, Louis Michel, qui a dit, même si le pays a des problèmes, il faut au moins faire un peu confiance aux autorités. C'est pour demander quand même à la CEDEAO de continuer le dialogue avec la jeune pour trouver un terrain d'entente. C'est vrai qu'il y a un Togolais, Kakou Nubukwa, qui s'aligner sur les décisions de l'UEMOA, qui n'est pas d'accord avec les décisions de la CEDEAO. Mais je pense que... Non, est-ce que l'on a vraiment compris le sens de ce que Kakou a écrit? Non, Kakou, mais c'est un panafricaniste. Kakou, ce qu'il est en train de dire, c'est par rapport au peuple malien. Kakou ne soutient pas la junte malienne. Il faut bien comprendre le sens de propos de Kakou. Hein? Il a écrit, et moi je l'ai reçu, de lui-même. Et donc je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il doit soutenir le peuple malien. Parce que le peuple malien n'est pas d'accord pour les sanctions, oui, mais le peuple malien ne tiendra pas la junte pour faire 5 ans de transition. Regardez, donc on a marché vendredi, on a fait une mobilisation générale, mais après ça donne quoi? Rien. Donc le populisme n'a jamais donné quoi que ce soit de bon. Donc il faut que la junte, comme elle-même l'a dit, il faut qu'elle soit ouverte au dialogue. Donc qu'elle dise simplement que nous demandons une année supplémentaire, puis c'est fini. Les sanctions vont être levées. 5 ans, c'est trop. Et ça commence par donner de l'appétit. Et puis les Burkinabés aussi ont commencé. Ce n'est pas bien. Tout est parti du Tchad. On n'a pas pu trouver de solution au régime tchadien. Après, le Mali a suivi. Après, la Guinée a suivi. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de prendre... Justement, comme vous le dites, on dirait que c'est devenu un variant africain. Histoire de coup d'État. C'est le Burkina Faso qui a failli également être rentré dans cette triste histoire. Mais nous n'aurons pas le temps d'en parler. Nous allons constater seulement et saluer le fait que cela n'ait pas pu arriver. Ça n'a pas abouti. Les coups d'État au XXIe siècle, ce n'est plus d'actualité. Et la démocratie devrait céder, donner libre cours à la politique de manière beaucoup plus chose. Les coups d'État ne sont pas... Je peux dire un mot. C'est qu'il faut que l'élite africaine commence par agir autrement. Vous savez, tout part toujours de la contestation d'une élection présidentielle. Dès qu'on organise une élection présidentielle, on estime que le parti au pouvoir, sinon le régime en place, a fraudé et donc on doit contester l'élection. À partir de ce moment, on commence par s'organiser et on crée une situation
délétères dans le pays, Oui. et les militaires profitent de la Pour situation s'infiltrer. pour s'infiltrer et faire un coup d'État. Et donc, il faut qu'on commence par agir autrement. Il faut repenser le problème des coups d'État en Afrique. Alors, on a bien envie de vous écouter encore sur d'autres sujets comme celui des coups d'État, de la problématique des coups d'État en Afrique, mais le temps nous a rattrapés. On a aussi bien envie de vous d'écouter un mot de votre part par rapport à la CAN 2021. Jouée en 2022. Malgré notre pays, malgré l'absence de notre pays, on regarde toutes les équipes en différé. Chacun aura son équipe, son épervier quelque part dans un pays. Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti nous a rattrapés. On ne va pas se prononcer là-dessus, mais je tiens sincèrement à vous remercier et vous féliciter pour la ferveur et la chaleur de vos analyses. Et surtout le doyen, le monseigneur qui a beaucoup éclairé les gens sur beaucoup de choses par rapport surtout à Charles Debache et autres. Merci. Bon retour chez vous. C'est avec plaisir que je vous retrouverai dans une autre messe les prochains jours. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, Mati Ibrahim et puis Simone Abi. On va partager cette pensée de Nicolas Machiavel qui dit, je cite, il y a deux manières d'accéder au pouvoir, l'une par les lois et l'autre par la force. La première, c'est-à-dire celle par les lois, nous est commune en tant qu'hommes, et l'autre, c'est-à-dire par la force, est propre aux animaux, aux bêtes. Bonne méditation de Nicolas Machiavel, bonne méditation et à dimanche prochain autour d'autres évangiles.